Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. On pourrait parler d'une entreprise de blanchiment intellectuel du cinéma français. Totalement débile, mais pas que. D'accord. Oui, c'est bien mon coup. Un appartement, des acteurs, un message. Et dans le collectif, il y a forcément transmission, sinon il n'y a pas vraiment collectif. Grande idée de la France, peut-être un peu trop grande justement. Nord-Ouest, Belgrade, Italie demain soir, et après l'Italie. Mais l'Italie, c'est la Bretagne. C'est vraiment la Suisse. On comprend pourquoi on a le droit de se canadier. Au moins, on va pas se faire emmerder. Et Pierre. Quoi? Tu te rappelles, hein, si jamais on voit des gens qui s'approchent et tout, tu te rappelles de ce qu'on dit? Ouais. Oui, si, je m'en souviens. Bonjour. Nous réalisons des relevés photographiques d'appoint pour Google View. C'est complètement naze, non? Autant dire qu'on fait un documentaire sur Godard, y a pas de honte à ça. Non, c'est pas qu'il y a une honte à ça, c'est qu'on avait dit qu'on allait dire ça, donc on dit ce qu'on a dit qu'on allait dire, c'est tout. Oui. Enfin bon, si on dit qu'on fait des relevés photographiques pour Google, c'est encore pire, en fait. Parce que ici, c'est que des petits vieux qui vivent enfermés derrière leur télé, ils vont avoir peur. Ils vont dire qu'on entre dans leur vie privée, ils vont nous emmener chez les gendarmes, les lois suisses sont extrêmement dures, on va se retrouver en prison pour ta faute. On ne pourra jamais rentrer en France. Alors que si on dit qu'on est... bonjour, nous sommes les énièmes connards à venir se prosterner sur la tombe du... Enfin, pardon, c'est pas une tombe encore. C'est pas une tombe. La maison du maître, ça passe. Ah. D'ailleurs, pendant qu'on est là à se cailler les miches, j'aimerais bien que tu me dises un peu... Parce que tu m'as jamais dit les raisons de ce pèlerinage qu'on est en train de faire. Bah, y a pas de raison. Parce que. Non mais je comprends le côté groupie et tout par rapport à Godard qui est ton idole, mais c'est autre chose ou c'est... Non, il faut que je le vois, c'est tout. Faut que je le vois. Voilà. Pourquoi faut que tu le vois? Parce que t'es pas sûr qu'il existe vraiment? Tu penses que c'est une Non, légende? écoute-moi juste 2 secondes. T'as accepté de venir avec moi? Ouais. On s'aime. Ouais. Bon bah voilà, donc tais-toi, c'est tout, tais-toi. Ouais, d'accord. Bonjour et bienvenue dans Un cours en dit long, une émission sur Canal B à diffusion irrégulière consacrée au court-métrage breton. Donc le principe, il est simple, on invite des cinéastes de fiction, de documentaire ou d'animation à venir parler du court-métrage, de leurs pratiques et de la manière dont les films se fabriquent, mais aussi du travail d'autres cinéastes de leur choix. Donc à mes côtés, Léo Dazin. Salut Léo. Bonjour Lumna. Et moi-même, donc Lubna Botan. Donc l'émission d'aujourd'hui, elle se fait en partenariat avec Film en Bretagne, l'Union des professionnels. Et au mois de février, le Festival de cinéma travelling à Rennes a consacré tout un focus à la société de production Stank, qui est basée à Brest, et au sein de laquelle notre invité du jour évolue, Pierre-Emmanuel Hurquin. Salut Pierre-Emmanuel. Salut Lumna, salut Léo. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Et donc on avait reçu aussi à cette occasion Vincent Leport. Donc l'épisode est disponible sur le site de Film en Bretagne et sur YouTube et tout ça. Et donc avant de commencer les questions, je vais resituer rapidement ton parcours. Donc tu es auteur, réalisateur, principalement de fiction, même si tu as fait un documentaire, enfin un docu-fiction. Et même, j'ai appris ça, tu as commencé par faire un film en stop motion, en autoproduction, il y a bien longtemps, apparemment. Et donc, tu es diplômé de la FEMIS en production. Et avant ça, tu as fait des études préparatoires et même une école de commerce. Donc, tu as un parcours un peu en chemin de traverse, quoi. Et en 2012, tu cofondes Stank, donc le collectif d'auteurs-réalisateurs bretons, aux côtés donc, de Roy Harida, Louis Tardivier et Vincent Leport. Et donc, c'est dans cette structure que tu développes et tu réalises tes films. Et tu produis les films des autres membres aussi, donc tu as la casquette aussi de producteur, parfois de régisseur, d'assistant réalisateur. Et donc dans tes films, il y a notamment En attendant Godard, donc un court-métrage de fiction de 16 minutes dont on vient d'entendre un extrait. Il y a aussi Le Dernier d'Essai Franc, donc, qui dure 30 minutes et qui a été sélectionné au César en 2015, je crois, ou 2016, et qui a eu le prix Jean Vigo.
Et puis un autre court-métrage qui s'appelle Race Campagne, pareil, qui dure 30 minutes. Et ton dernier, qui vient de sortir, enfin qui est sorti pendant le confinement, quoi, qui s'appelle La Vie, et qui était diffusé à Travelling. Et donc, toi, Léo, tu voulais réagir au premier extrait qu'on a entendu de En attendant Godard. Merci. Oui, alors je vais commencer par répéter, mais de manière plus synthétique, ce que j'ai commencé à dire en préambule avec Vincent Leport, ton collègue, à savoir le plaisir que j'ai d'être avec vous, puisque comme je le disais à Vincent, vous êtes un peu mes amis imaginaires du cinéma breton. Et donc ce coup-ci, après l'esthète Vincent, on te reçoit, toi, qui aurais plutôt une prétention ouverte vers un cinéma plus populaire. Et en même temps, j'espère que ce que je vais essayer d'évoquer, c'est que la prétention au cinéma populaire, elle n'est pas si nette que ça. C'est-à-dire que je vois les intentions. Dans certains films, c'est assez flagrant. Et dans un autre sens, notamment au début de ta filmographie, on est plutôt dans des esthétiques qui se rapprocheraient d'une esthétique plus proche d'un art et essai contemporain que d'une prétention vers un cinéma populaire. Alors j'ai essayé de faire un petit peu le même cheminement intellectuel qu'auprès de Vincent, c'est-à-dire chercher, tous les deux vous avez quand même malgré tout une filmographie assez dense, mine de rien, en quelques années d'existence. Vous avez probablement les filmographies les plus denses d'auteurs en Bretagne de ces 10 dernières années, on va dire. Si je mets de côté Pascal Breton qui a déjà fait de longs métrages, mais votre travail est déjà conséquent. Parce qu'en plus de ça, vous êtes producteur. C'est que vous êtes vraiment des gens qui fêtent des choses, plutôt que d'ailleurs des communicants. Vous avez d'ailleurs, tu m'arrêtes si je me trompe ou si tu estimes que je n'ai pas raison, mais c'est ce qui montre aussi ma sympathie, et ce qui prouve ma sympathie, c'est que j'ai toujours eu l'impression que vous étiez des gens qui faisiez plutôt que des gens qui communiquaient. Et ça participe à mon intérêt pour ce que vous faites. Et donc, j'ai cherché un petit peu dans ta filmographie, en revoyant tout, mais qu'est-ce qui unit, qu'est-ce qui pourrait unir un petit peu tout ça. Et le point nodal que j'ai trouvé, c'est paradoxalement peut-être le film le plus pauvre que tu aies fait en termes de mise en place, le plus simple peut-être aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas notamment un grand savoir-faire de la comédie et de l'artisanat de la parole. C'est justement dans En attendant Godard. En attendant Godard, pour un peu placer les choses, c'est une caméra fixe en face d'une maison avec deux personnages, un couple, qui attendent donc le maître Godard en espérant qu'il apparaisse à la fenêtre. Tout de suite, une question. C'est bien toi qui te mets en scène en tant que Godard à la fenêtre ? Non, pas du tout, c'est un des hasards du tournage. D'accord. Tout simplement. Très bien. Si je voyais ça un petit peu comme un nœud, c'est-à-dire que, alors ouais, il y a cette envie, cette ambition d'humour, donc d'un certain point de vue d'un spectacle, parce que le spectacle est de l'humour, et qu'en même temps, on a ce dispositif quasiment arty, art et essai, en face, et que j'avais l'impression que ce dispositif mettait en scène deux ambitions un petit peu inverses dans ton cinéma, c'est-à-dire malgré tout être du côté d'un cinéma quand même art et essai, le fait que ne serait-ce que Godard soit évoqué, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la référence, nécessairement, et en même temps d'embarquer des spectateurs non initiés dans ton histoire. Alors qu'est-ce que tu penses de ces déductions ? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est que je crois que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est un peu un cheminement comme disait Loupna. Moi j'ai commencé par faire un documentaire musical sur le festival Astropolis à Brest. Donc j'ai pris le biais par l'audiovisuel. Le cinéma pour moi c'était quelque chose d'intouchable. C'était tellement loin que je pensais même pas en faire en fait. Je faisais même des sketchs d'imposture dans plusieurs coins de Bretagne, espèce de Borat improbable. Donc c'est comme ça que je suis venu un petit peu progressivement au cinéma. Et comme tu le dis très bien, c'est le cinéma d'animation, paradoxalement, qui pour moi était une espèce de point de bascule où je me suis dit waouh, ça c'est vraiment le cinéma, c'est génial parce qu'on apprend à faire. C'était de la stop-mo volume.
Ça a pris des années et c'était à la fois un plaisir collectif et esthétique, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des études de cinéma pour rentrer davantage en profondeur dans ce qu'est cet objet, quoi, qui me fascinait beaucoup, mais auquel je ne sentais pas vraiment appartenir. C'est-à-dire que j'étais pas cinéphile. Moi, j'étais téléphage quand j'étais petit, donc je regardais les films à travers la télévision. Aller au cinéma, c'était rare. C'était bien, mais c'était rare. C'était pas une espèce de pulsion de vie. Et, euh, et voilà, donc, mais j'avais quand même ces moments où je prenais des claques. Je me rappelle, enfin, en souvenir ultra violent, c'est Mulholland Drive de David Lynch. Donc voilà, je fais de la comédie, mais c'est un des films qui m'a donné le plus de sensations et d'émotions de spectateur. Alors que c'est pas quand on regarde mon cinéma, c'est pas le lien direct qu'on peut faire. Et après, l'un n'empêche pas l'autre parce que j'ai aussi découvert, dans la comédie notamment, des cinéastes qui avaient une vision cinématographique hallucinante. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi avec les Sergio Leone. Pour moi, c'est un grand cinéaste qui fait de la comédie. Alors, on appelle ça western quand on prend. Mais le western spaghetti, c'est quelque chose où l'humour a une place essentielle, je trouve. Et, Un humour noir, d'ailleurs. ouais, humour noir ou un peu moins des fois. Quand on regarde, même, il n'est pas crédité comme réalisateur, mais on regarde Mon nom est personne. C'est un film qui est d'un humour burlesque complètement taré, quoi. Et il bouscule complètement un genre, quoi. Le western, à la base, c'est pas du tout une comédie. C'est lui qui l'impose en passant en force. Après, je peux prendre un autre exemple, c'est La haine, qui a été aussi pour moi une espèce de grosse référence, parce que pour moi, c'est une des plus grandes comédies que le cinéma français ait engendré, mais on s'en rappelle comme un film coup de poing, dramatique et d'une violence sociale, quoi. Alors que t'es mal à vache, quoi. Exactement, et ça commence par une danse yiddish complètement démentielle dans un rêve, et on peut se refaire tout le film comme ça sous le prisme de l'humour. C'est des punchlines, c'est du dialogue audiardien presque. Enfin, on est vraiment sur pour moi du grand cinéma, mais qui est classé peut-être pas forcément là où moi je le place. Et après, j'ai développé une culture autour de la comédie, notamment, et autour du cinéma en général. Et on peut aller vers les Coen. The Big Lebowski, pour moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui me fait dire on peut être populaire tout en ayant une forme d'exigence esthétique. Et pour revenir un petit peu à ton parcours et à ce que tu pouvais ressentir à tes débuts, à savoir ne pas se sentir appartenir au monde du cinéma, est-ce que ça expliquerait le fait qu'à la FEMIS, tu te sois inscrit en production plutôt que dans un département plus technique ou artistique ? Ouais, tout à fait. Je pense que ça en fait clairement partie. Après, j'avais le parcours qui sur le papier, fonctionnait. Puis après, voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours, à la FEMIS, c'est marrant, il y a toujours la technique du sous-marin. Alors, moi, j'y étais pas vraiment parce que je crois vraiment à la production. Ça m'intéresse comme matière, vraiment, pour faire des films. Je trouve que c'est plein de métiers, c'est plein de beaux métiers aussi. Donc, ça m'intéressait profondément de m'inscrire dans cette volonté d'apprendre à fabriquer des films au sens de la production et aussi au sens de l'indépendance. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que tu rentres à l'intérieur, c'est plus facile de rentrer en production. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont sur cette espèce de fantasme d'être réalisateur, moi, c'était un jeu. Réaliser, c'était avant tout un plaisir que je prenais. C'était ni une nécessité absolue, ni ni un rôle qu'on se donne, quoi. Donc, du coup, c'était assez évident que je me place du côté de la production. Et je regrette pas parce que j'ai appris plein de trucs aussi de ce point de vue-là. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur En attendant Godard et comment tu construis ce comique et notamment ces dialogues. Est-ce que c'est des dialogues qui sont très très écrits ou alors est-ce que tu as aussi laissé une place à ces deux comédiens là-dessus ? Alors, je crois qu'encore une fois, c'est toute la magie de ce que c'est que faire un film. C'est assez génial cette matière humaine. Donc c'est très écrit. Et d'ailleurs, je remercie Chloé Larouchi aussi parce qu'on a pas mal participé ensemble à l'écriture. Moi, j'étais sur une bonne base, qui est l'actrice aussi du film. Donc, je pense à deux personnes en particulier, donc Benjamin Habitant et Chloé Larouchi. Et Chloé Larouchi est aussi scénariste, et réalisatrice aussi, je crois. Et sur l'écriture, on passe vraiment un beau temps pour développer ces dialogues qui ont une place toute particulière dans le film. Parce qu'en effet, il y a aussi une question de je voulais une forme de radicalité sur un dispositif
déjà, il s'y prêtait bien et c'était légitime de pouvoir penser à ce dispositif-là, parce qu'il incarnait bien la thématique du film, c'est-à-dire la question du mythe, quoi. C'est-à-dire Godard, bon, je connais hyper mal son cinéma, parce que justement, comme je l'ai dit, je suis pas non plus... je peux pas me considérer comme cinéphile, donc j'avais vu des films de Godard, je voyais le personnage médiatique Godard, c'est-à-dire grâce justement à ce passé télévisuel, c'est quand même quelqu'un qui était hyper présent à la télévision, ce qui est assez intéressant dans son rapport au cinéma aussi. Ça, je l'ai appris dans mes études de cinéma. Et je voyais comment me dépatouiller avec ça. Mais ce qui m'intéressait, c'est la question du mythe. C'est vraiment ça l'idée fondatrice. Et après, je peux mettre Godard. Ça aurait pu être Michael Jordan, si on prend un autre mythe dans un autre secteur d'activité, quoi. Et donc là, je me suis amusé avec ça. Jusqu'au titre du film. Voilà, donc le côté un peu beckettien de ces deux personnages, qu'est-ce qu'ils foutent là. Donc, et c'est ça, je pense, un film. Un film, c'est mettre en condition une écriture, un dispositif, une mise en scène, et surtout des comédiens. C'est-à-dire que moi, j'avais une foi absolue dans ce couple qui était Chloé et Benjamin. Je les connaissais séparément, j'ai voulu orchestrer ce truc-là. Et ce qui est marrant, c'est que ce film, donc ils ont apporté énormément. Donc Chloé dès l'écriture, Benjamin parce qu'il vient du théâtre, dans aussi toute l'improvisation et ce rythme que j'adore. Parce que moi, la notion de rythme en cinéma, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Cette musicalité qui est liée entre le rapport à l'image et du son. Et je savais que tous les deux, ils allaient créer quelque chose de beau, quoi, de cette tendresse que je recherchais dans ce film. Et on retrouve un autre duo aussi dans Race Campagne, où là on suit un jeune et un plus vieux qui sont à la recherche en fait de quelqu'un, quoi. Donc c'est un espèce de road trip, on peut dire, voilà, à la recherche de quelqu'un. Et j'ai l'impression que tu aimes bien écrire un peu enfin mettre en scène des duos de personnages. Exactement. Et ajouter en plus que le Race Campagne, c'est un petit peu le grand rôle aussi de Ludovic Bastide que tu lui as donné. Parce que Ludovic Bastide, c'est quand même quelqu'un qui t'accompagne depuis 3 ou 4 films quand même. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette fidélité ou de cette appétence vis-à-vis des comédiens ? Voilà, c'est de la fidélité, c'est du désir aussi, hein, bien évidemment. Ludo, il est monteur à la télé. Et on s'est rencontrés quand je suis monté à Paris pour aller faire mes gammes, quoi. Et lui, il faisait du montage, il nous a dit « Ouais, ok, vous pouvez venir dans la salle où je taffe, on va pouvoir monter vos conneries », donc les trucs qu'on faisait avec d'autres potes, une espèce de sketch humoristique, avec déjà un peu de cinéma dedans, donc c'était assez intéressant. Et là, lui, on voit il veut jouer, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a aussi tout son passif de spectateur, et lui, il veut jouer, quoi. Donc du coup, moi j'ai ce personnage-là qui... Ludo, il me renvoie tellement une certaine idée de la France, à tous ces grands seconds rôles avec lesquels j'ai grandi. Et pour moi, c'est des personnages magnifiques. On les met assez rarement en évidence. Des fois, de temps en temps, on fait ressortir quel grand second rôle français. C'est avant tout des grands acteurs et des grandes actrices, ces seconds rôles-là. Mais c'est vrai que c'est un peu éclipsé par le côté Star System. Et moi, j'aime bien ces second rôles et qui deviennent premier rôle aussi, et du coup c'est souvent en tout cas dans ma comédie, des espèces de losers un peu magnifiques, quoi, avec truffés de mauvaise foi, de défauts, mais tellement humains et touchants en même temps, quoi. Et Ludo, ouais, j'espère qu'on peut continuer encore beaucoup de films ensemble, et parce qu'on a encore beaucoup d'histoires à raconter, quoi, je crois. Parce qu'il colle vraiment à l'esthétique que je veux mettre en place. On revient au truc des Cohen, des The Big Lebowski, ouais. Quoi. Il y a un truc un peu... ça match parfaitement, quoi. Il y avait une question justement de mise en scène. J'ai un peu parlé des dispositifs pauvres que tu mettais en place au début de ta filmo, en tout cas ce que tu nous as envoyé. Et donc je pense notamment donc à Profession Supporter, et à Demain c'est loin et en attendant Godard. En fait, je rapproche aussi ça, donc c'est pas pour rien si je te parlais de Godard, tu nous expliques que tu le connais assez peu, mais il y a quand même, j'ai l'impression chez toi, un questionnement sur le régime d'image et sur qui produit les images, en ce sens que, par exemple, Profession Supporter, c'est le personnage principal qui se filme avec ses propres moyens,
Demain c'est loin. Donc on a compris que ce film-là était plus ou moins fait dans le cadre d'un atelier et donc avec là encore des moyens très modestes que sont, j'imagine, une caméra DV. Est-ce que tu te poses ces questions en fait de qui produit ces images et à destination de qui, comme un petit peu Godard pouvait le penser, quel régime d'image ça produit, qu'est-ce que ça devient que cette production d'images dans laquelle maintenant on est noyé, et toi d'une certaine façon tu as commencé par utiliser des moyens low cost pour t'exprimer. Est-ce que tu me suis là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Bah ouais, je te suis totalement. C'est-à-dire que déjà, je pense, on s'inscrit dans son temps. Donc moi, j'ai vraiment grandi avec cet avènement, on va dire, ou cette naissance même, d'ailleurs, cette naissance même du numérique Lofi, quoi. C'est-à-dire que c'était quand même le tout début même des bandes de montage numériques. Si on se rappelle bien, enfin, le mec, ça fait vieux, ça. Excusez-moi. mais on y était, quoi. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que Profession de supporter, typiquement, c'est le début de la vidéo sur les téléphones. On est vraiment là-dessus. Hein. C'est Pocket Film Festival, le tout début. Et à la FEMIS, ils te filent ce truc-là. Ils disent, ouais, vous avez 3 semaines. Ils nous prêtaient des téléphones. Ils nous les donnaient pas. Mais on était, waouh, chambé, un téléphone avec une vidéo dessus, c'est mortel. Et là, je regarde le truc. Et moi, je suis assez fan des pixels. J'ai une espèce de petite lubie. On en a plein, les duos. Bon, bref. Et les pixels, la pixelisation, la compression, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Je trouve ça magnifique. Et en même temps, paradoxalement, je trouvais que ça renvoyait à la pellicule. Totalement débile. Mais pas que. Il y a un truc de texture, de flou, de machin. Et je trouve ça tellement magnifique. D'ailleurs, Profession supporter en parle. C'est aussi l'histoire d'un gars qui n'a aucun lien avec le cinéma ou la conception du rapport à la lumière. Donc, cette fameuse chose qui vient imprimer nos rétines. Et donc, voilà, c'est typiquement, je pense que ça rejoint ce que tu disais. Et sur Demain c'est loin, c'est pareil. C'est que, voilà, je fais beaucoup d'ateliers avec des jeunes. On leur apprend à faire des films ou des reportages avec ces caméras DV. Là, on est sur c'était plus de la PD 150, mais c'était de la Pana, je pense, dans mes souvenirs. Non, si, on avait une Pana. Après, c'était les premiers réflexes numériques aussi. Un 7D. Donc, c'était vraiment pareil. C'est des dispositifs où c'est des images, des types d'images qui ont été ultra utilisés, qui ont, entre guillemets, révolutionné des dispositifs de filmage. Parce que c'était beaucoup plus léger et accessible, en effet. Et donc, j'ai l'impression que mécaniquement, ça crée le truc. Après, là, Demain c'est loin, ce qui est génial, c'est qu'on se dit, ouais, bah, on va aller sur de l'hybridation, ce qu'on appelait docu-fiction. Bon, bah, après, voilà, il faut catégoriser à un moment donné. Et en effet, avec des jeunes, des ados, parce qu'on voulait faire un teen movie, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on partait en Afrique du Sud pendant 1 mois et demi à la Coupe du Monde. Donc, on a, en plus de vivre une aventure humaine de fou, entretenu un blog avec plus de 60 reportages, où les jeunes étaient acteurs du truc. D'accord. Où on a fait une série qui s'appelait La Brique du Sud. Donc ça a disparu des internets parce que le blog du Monde, parce qu'on le faisait sur Le Monde et l'équipe TV, et ça a disparu parce qu'ils ont dû effacer leur blog. Le blog, ça doit plus vraiment exister chez Le Monde. Et c'est con parce qu'il y a un référencement comme ça doit être peut-être sur YouTube aussi encore, hein, de tous ces reportages. Et en parallèle, on a commencé à faire un film. Un film qui s'est allé sur 2 ans. C'était pas prévu quand vous êtes partis en Afrique du Sud? Si, on avait le désir, mais okay. C'est difficile de se dire, ouais, on va faire un teen movie entre 2 jeunes qui se retrouvent en Afrique du Sud. On avait cette idée-là et on la développe un peu au fur et à mesure, un peu. Et après, on écrit quand on rentre en France et on tourne au Blanc-Ménil, dans le quartier d'Asdine, le personnage principal. D'accord. Et là, ça se structure en fiction. Et on reste léger et voilà, on a je sais pas comment le définir, c'est des comédiens, des acteurs, mais c'est pas du tout des professionnels, c'est la fraîcheur de l'adolescence, c'est ça et ça existe, quoi. Et pour moi, pour finir sur ce que tu disais, pour moi ça reste juste un film. Je me pose même pas, je suis prêt à croire que ça intéressera autant de gens qu'une super prod française, machin. Bon, j'étais un peu naïf, je connaissais pas trop le truc, mais on n'avait pas les canaux pour donner accès aux jeunes en France. Donc il y a eu un petit succès d'estime en festival, mais c'est tout. À propos de Demain c'est loin, je rebondis tout de suite parce que Demain c'est loin m'a fait... En fait, je me suis dit que
le dernier d'Essai Franc n'aurait jamais existé si Demain c'est loin était passé. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de ponts entre les deux. J'ai même pensé à ce personnage principal, Asdin, qui serait en fait qui aurait vieilli et qui serait un petit peu devenu ce personnage ensuite qu'on retrouve dans le dernier d'Essai Franc. Et j'y ai vu aussi une forme de ton que tu commençais à trouver dans Demain c'est loin, de l'ordre de la comédie douce, de l'ordre de trouver des situations dans une imagerie, où, à savoir des quartiers pauvres, où habituellement ces quartiers sont souvent associés à des images de violence. Donc une forme de fond social qui n'est pas abordé de façon première, frontale, c'est-à-dire que ce qui t'intéresse avant tout, c'est ce que sont les humains et leurs sensations. Et j'ai retrouvé une forme de douceur et d'humour d'un film à l'autre. Et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une version plus ouvertement fictionnalisée dans le dernier des Français, à une version riche, enfin tout court, en termes d'argent, par rapport à Demain c'est loin. Est-ce que ça, tu penses qu'il y a de ça? Est-ce que c'était conscient? Alors c'est marrant, je le conscientise pas, c'est ça qui peut peut-être être intéressant, mais il y a en effet énormément de ponts. Déjà, ça a commencé par des ateliers, encore une fois. C'est-à-dire que l'histoire du dernier d'Essai Franc, c'est je fais des ateliers avec des jeunes étudiants, apprentis, je sais pas comment on dit, comédiens, qui sont dans une école qui s'appelle l'École Miroir, à Épinay, sur Seine. Et à la fin de l'atelier, ils me disent ouais, on fait quoi maintenant? Et donc j'avais déjà écrit une trame du dernier d'Essai Franc, et je dis bon, allez, on va le faire. Et je vous apprends à faire un film. Et je les ai impliqués dans tout le processus de création du film. Et d'ailleurs, ça a bien servi à certains d'entre eux qui sont devenus cinéastes, qui ont poursuivi des études de la danse, hyper impressionnant, d'autres qui ont fait du clip, d'autres qui sont vraiment comédiens. Et donc il y a déjà ce point de départ-là. Faire ensemble, à travers des ateliers, c'est déjà très particulier, quoi. On n'est pas dans une logique, je te caste des comédiens pour faire un film. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est que je vivais dans le 93, et j'y ai vécu pendant longtemps. Donc, je regardais les quartiers, je voyais ce qui était bien dépeint dans le cinéma, et je voyais ce qui manquait, quoi. C'est comme une espèce d'image fantôme banale, quoi. Et c'est ça que je notais, c'est mais on voit pas trop le banal. Et on reste vraiment ancré sur la violence, sur le truc-là. Oui, tout ce qu'on a l'habitude de voir comme cliché sur la banlieue, quoi. Ouais, alors des fois c'est hyper légitime si le point de vue est super juste et machin, mais 99,9% de drame social, je trouve que c'est hyper dur à porter pour tout un pan de la société française qui n'a pas choisi déjà, parce que c'est souvent pas eux qui font ces films-là. Et je disais, pourquoi on voit pas ce que moi je connais aussi, c'est-à-dire, ok, c'est dur, ok, il y a pas mal de problèmes, et c'est pas cool, mais en même temps, il n'y a pas aussi tout le côté, salut, ça va aussi de temps en temps, quoi. Et du coup, le film, il avait un peu ça, cette tendresse qui, pour moi, déjà, tout le monde y a droit, et elle doit pas... ouais, voilà, c'était ça, quoi. Il y avait un truc de donner un petit espace qui existe et qu'on voit moins. Et je crois qu'on voit ça aussi dans Demain c'est loin. Donc, et après, je crois qu'avoir fait le tour, je crois que c'est ça, ouais. On va peut-être écouter d'ailleurs un extrait du dernier d'Essai Franc. Ouais, petit Louis. Ouais, petit Louis, bien ou quoi? Ouais, c'est quoi, Bobby, là? Je t'entends pas, frère. Ouais, petit Louis, bien ou quoi? Si on est là, frère, on se lance comme un trottis, là. Tu vas où, comme ça? Putain, tout ça m'a tué l'oreille, frère. Si, ça me plaît. Non. Ouais, tu fais quoi, la famille, là? Tu peux me jeter à la mairie, s'il te plaît? Vas-y, pas de problème. Juste sur mon faveur. Fais pas l'entier, là. Tu me tues quand tu le fais à chaque fois. Ben non, s'il te plaît, frère, je suis en retard, là, j'ai la flemme, franchement. Si tu fais pas l'entier, tu montes pas. T'es sérieux, là? Ouais. Vas-y, ok. Doudou, il reste du bédane dans le frigo?
Eh, baisse-moi cette musique-là. Ce colonel réel me saute pas les oreilles, Timel. Allez, vas-y, monte aussi. C'est ma femme. Vas-y ma gueule. Respire. Respire. Pour maman. Pour Sonia. Pour la France. Allez. Et donc c'était un extrait du dernier d'Essai Franc, donc, qui se passe dans une banlieue où on suit une bande de potes, un peu dans leur quotidien et voilà, dans la banalité de leur vie, et à un moment aussi où la question du futur elle se pose. Et donc moi je trouve que dans ton cinéma il y a un côté un peu politique qui imprègne tes films, et notamment dans la manière dont tu filmes ces personnages, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu filmes des personnages dans des banlieues, mais sans rentrer dans les clichés, sans tomber dans le misérabilisme. Et en même temps, même si tu la montres jamais de manière brutale et frontale, il y a quand même une certaine violence sociale qui imprègne tous tes films. Et moi, j'ai l'impression ça rentre en cohérence un peu avec une démarche que tu as de faire des films. Tu filmes la banlieue, mais tu dis que tu y as vécu, que tu as fait des ateliers avec les enfants, donc tu n'arrives pas de manière brutale dans un territoire, quoi, tu le connais. Et puis, pour moi, ça rentre aussi un peu dans la manière dont tu fais les films des autres et en collectif aussi. Donc, si tu peux un peu revenir sur cette démarche-là et sur... C'est intéressant. C'est intéressant. Bah, je pense que la question politique, elle est souvent habitée par le cinéma, quoi. C'est, pour moi, des cinéastes, ils veulent porter un regard sur le monde. Et forcément, il y a de la politique dans le sens le vivre ensemble, la vie au cœur de la cité, quoi. Après, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va ressortir parce que vont dégager, par les émotions que vont dégager aussi les comédiens et la narration. C'est-à-dire que c'est pas frontal, quoi. Il y a il y a des cinéastes qui sont beaucoup plus frontaux dans leur rapport aux politiques. Et ouais, je pense que moi, en tout cas, la question politique qui m'intéresse, c'est quoi l'identité au sens large. Et là, bon, le dernier essai franc, et là, voilà, je donne des pistes pour le spectateur pour créer un moment de réflexion. J'ai même pas les réponses, hein. C'est juste que les personnages que j'ai réussi à composer, que j'ai disposés dans cette histoire, que ce soit les jeunes, mais comme les militaires, c'est pareil, il y a un truc, je sais qu'ils existent quelque part. Et je les mets dans ma petite mythologie. Parce que c'est ça, même le verlan qui est utilisé dans le dernier essai franc, c'est pas du verlan. C'est-à-dire que tu fais écouter ça à un jeune d'aujourd'hui, le mec il regarde, il fait oh, mais c'est pas du verlan. Et du coup, j'essaie de créer une espèce de petite mythologie cinématographique autour de ça, qui donne à voir, qui est pas vraiment le réel, mais qui peut s'y rapprocher. En même temps, j'essaie de pousser à chaque fois le burlesque jusqu'au bout de ce que je peux. Et des fois, je freine un peu parce que c'est là qu'il y a toujours un pacte dans l'humour sur ah non, là tu te perds. Non. On entendait dans l'extrait l'imitation, donc qui est demandé à Rémi de faire l'entier, parce que je sais que ça, c'est pour l'avoir vécu, et c'est comment on peut rire ensemble de choses qui sont pour le commun des mortels et même peuvent être très mal utilisées, voire être considérées comme ouvertement racistes, et comment là on n'arrive à pas franchir le pas de quelque chose qui devient intolérable. Là, on reste dans quelque chose on est ensemble. C'est chelou, ça dit des choses, mais on reste dans de l'humour qui a du sens. Et pour moi, ça dit quelque chose, quoi. Surtout dans un monde où maintenant, il faut faire très attention
à la représentation des choses, parce que ça peut être très mal compris, même si ça part d'une bonne intention. Et quand ça passe du mauvais, bon, ça c'est encore autre chose. Et donc voilà. Après, sur la question même que tu évoquais, je me suis peut-être un peu perdu. Il y avait aussi la question de la démarche et de la manière dont tu pratiques le cinéma aussi en collectif. Voilà, le collectif. Et la manière dont tu t'imprègnes de territoire aussi. Ça, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, comment je m'imprègne du territoire, j'ai juste filmé chez moi. J'ai pas été... je voulais être juste. Donc, ce qu'on voit, c'est énormément de Saint-Ouen, quoi. C'est le Saint-Ouen que j'ai arpenté, le coin que je connaissais le mieux. C'est une ville qui était en pleine mutation aussi. Je trouvais ça intéressant. Ça construisait dans tous les sens. Et en même temps, il y a un vieux Saint-Ouen trop chelou, comme abandonné, mais en même temps où il y a une vie sociale particulière. Donc tout a été pensé. Donc c'est le côté réalisation-production aussi. Je savais où j'allais tourner. J'envoyais les gens sur un territoire que je connaissais et où je peux moins peut-être me tromper. Et esthétiquement, je les avais désirés, quoi. Tu fais du vélo, tu fais un footing et tu fais les trucs pendant tous les jours. Tu fais, ouais, mais en fait, il faudrait faire un plan là, parce que ça peut être mortel. Donc voilà, c'est les gymnases notamment, où ils sont au début et qui se posent un peu sur la révélation du dernier d'Essai franc. Donc cette vue sur la défense tout au loin, tu vois, c'était des trucs que je voulais, il y avait un désir violent de filmer, quoi. Après, sur la notion collective, c'est un cheminement. Je pense que c'est ce qu'on partage chez Stank. C'est de faire ensemble et avec ce côté artisanat, quoi. Donc artisanat dit mettre la main à la pâte, pratiquer, essayer. Et pour moi, les ateliers, c'est un peu c'est ce que je retrouvais quand j'étais petit, que je faisais du sport ou j'étais scout aussi. Je trouvais ça cool. Donc parce que tu apprends à faire des choses ensemble. Quoi, tu t'en fous. Le but du jeu, c'est de faire des trucs ensemble, de collaborer et d'arriver à faire un truc ensemble. Et c'est ça le truc collectif. Et après, ce qui est bien, c'est que... Et je crois que ça, on l'a plus ou moins tous chez Stank aussi. Peut-être moins évident. Mais cette notion de transmission. Donc, et dans le collectif, il y a forcément transmission. Sinon, il n'y a pas vraiment collectif. Un vrai collectif, c'est quelque chose où tu vas transmettre en permanence. Tes idées, ton savoir-faire. Il faut être assez généreux, sinon, j'ai l'impression que ça peut limiter la force du collectif. Et la transmission, ouais, ça a été une évidence assez vite où j'avais envie de transmettre. Je sais pas, j'ai pas vraiment de pédagogie, où moi j'ai développé ma propre vision de la pédagogie, qui est une pédagogie très empirique. C'était vraiment apprendre en faisant. Et j'ai eu la chance de faire, pendant une dizaine d'années, des ateliers un peu partout, quoi. Et à chaque fois, les ateliers, c'est aussi l'occasion, et ça, c'est un grand merci que je fais, je ne sais pas s'ils écouteront l'émission, mais à tous ces jeunes que tu croises, parce que ça te donne un point de vue mais mortel pour sonder la société dans laquelle tu vis, quoi. Et c'est des portes qui ne sont pas forcément ouvertes, mais ces jeunes-là, ils t'ouvrent des portes énormes et magnifiques, et ça te permet justement d'avoir cette justesse, et de ne pas être déconnecté de la société dans laquelle on vit. On ressent bien ce que tu racontes dans tes films. Et dans un même temps, j'ai l'impression aussi qu'il y a un autre mouvement, dans le sens où il y a 4-5 jours, tard dans la nuit, on a un petit peu parlé notamment du dernier film de Toré à propos de Cimino. Et je ne sais plus si tu te souviens, mais il y a Cimino qui, pour lui, lorsqu'il fait des films, a cette phrase que je remets dans l'à peu près, mais que pour lui, faire un film, ça a toujours été filmer des fantasmes, et probablement des choses qui n'ont jamais existé. Et là où j'explique qu'il y a un autre versant aussi dans ton cinéma, et notamment dans le dernier d'Essai franc, c'est qu'il y a quand même une extrême stylisation, et que tu mets une situation qu'on pourrait imaginer très proche d'un réel, en fait, tu la transformes, tu la transcendes, et que la matière documentaire ne suffit absolument pas pour toi lorsque tu fais des films. Ouais, alors je me souviens de notre discussion, et ça rejoint ce que j'avais dit juste avant sur la question mythologique. C'est ce que je trouve génial dans le cinéma, c'est la mythologie. Après, c'est pareil, c'est un cheminement. C'est-à-dire que c'est aussi parce que j'ai fait Demain c'est loin, Caméra au point, mais même si on voit déjà qu'il y a une bascule, c'est-à-dire qu'on pose la caméra quand on est dans toutes les dimensions fictionnelles de Demain c'est loin. Et après, c'est comment j'assume justement cette passion pour les cinéastes que j'ai évoqués précédemment, quoi. C'est-à-dire Sergio Leone, les frères Cohen, Kassovitz, tout ça dans la comédie. À chaque fois, c'est des gens qui ont quand même qui posent un cadre,
qui vont se poser des questions de mise en scène, parce que c'est aussi ça, respecter la comédie. C'est-à-dire que moi, si j'aime le cinéma populaire, et ça c'est une évidence, ça n'est pas pour autant que le but du jeu c'est de filmer le film à la serpette, parce que faut laisser non mais faut laisser de l'espace à l'acteur de comédie. Donc on prend un cadre large, on s'en fout un peu, parce que ce qui est important c'est qu'on retienne l'enchaînement des vannes et que ça soit drôle. Moi, alors peut-être qu'un jour je me dirais, il faudrait que je fasse un film comme ça juste pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que finalement il y en a qui arrivent aussi à avoir leur force et leur beauté. Mais ça se joue pas là, quoi. Et moi, c'est vrai que ça rejoindrait un peu ce qu'on peut dire sur le style, quoi. C'est-à-dire que le style, c'est important dans le cinéma, j'ai l'impression, et qu'il faut trouver son juste endroit. Et sur le dernier d'Essai franc, c'est ça qui s'est passé un petit peu, parce que tu te poses la question forcément, est-ce que je le fais, comment je vais le filmer à l'épaule? Et moi, j'avais à ce moment-là, et je l'ai pas trop perdu encore, mais même si je me suis un peu calmé, c'est que j'adore les plans séquences qui durent le plus longtemps possible. Donc j'avais ce truc-là du steady, d'envoyer des séquences où tu es là, tu les suis, parce que c'est aussi un dispositif qui met à l'aise un comédien pour la comédie. Parce que ça recrée une forme aussi de proximité avec les comédiens. Comme tu dis, les duos, parce que c'est ça, le dernier Essai franc, il y a aussi beaucoup de duos qui se mettent en place. Ça, c'est des figures qui fonctionnent bien avec le stead et le plan séquence. Et donc j'avais cette idée-là de tenir un peu comme à la Godard, c'est que je sais aussi que mon côté digressif dans les dialogues, c'est le côté un peu de Tarantino que j'aime beaucoup aussi. J'adore les gens qui te racontent des histoires dans un film, l'histoire dans l'histoire, quoi. Et ça, c'est des moments où je trouve ça hyper jouissif, et on voit assez peu, parce que l'écriture scénaristique, elle te castre un petit peu dans les dossiers que tu peux faire pour les commissions. Ils vont dire, attends, un truc qui dure 7 minutes, mon coco, on va te remettre ça à l'os, quoi. Donc du coup, c'est des formes qui, soit t'as le ticket, tu peux le faire parce que c'est Tarantino, donc lui il peut se faire une séquence de 10 minutes de gens qui vont parler burger ou de je sais pas quoi, mais ça, je trouve ça génial, parce que ça fait partie vraiment d'une figure de style. Et voilà, donc je pense que le style, des fois, il impose aussi un dispositif, quoi. Et le but du jeu, c'est de trouver le plus juste dispositif. C'est comme la musique de Vivaldi dans le dernier d'Essai franc, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une réflexion. Au début, moi, je voulais du hip-hop, mais du hip-hop teinté de musique classique. Et après, on a beaucoup réfléchi, et c'est sûrement aussi épaulé de Vincent et Roy qui disent, en fait, la vérité, elle est plutôt vers la musique classique pure. Et enlever ce côté un peu évident que le hip-hop, même si j'adore ça, aurait apporté. T'as évoqué à un moment donné ce que tu ressentais comme étant une forme de restriction dans les façons d'évaluer les films et les dossiers, du moins dans les méthodologies de financement qu'on a actuellement. Mais justement, et à ce propos, et de façon, c'est une question un peu plus large, presque existentielle, mais en fait, ça veut dire quoi de faire des films aujourd'hui à prétention populaire, à prétention de spectacle, du moins, dans un circuit à la fois de financement et de diffusion actuel? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, donc on a un peu évoqué la place du politique ou d'une volonté de représentation autre dans tes films. Qu'est-ce que ça veut dire aussi que cette intention, alors même que le cinéma, depuis qu'il existe, n'a jamais eu aussi peu d'influence? Là, sur la première question, je pense que personne n'a la réponse. Là, on est vraiment dans un flou artistique où on ne connaît pas le devenir du cinéma. Clairement, la situation qu'on vient de vivre tous ensemble, comme société, elle a rebattu énormément de cartes. Il y a énormément de questionnements qui se posent sur est-ce que les gens retourneront en salle ou pas. En tout cas, moi j'ai bon espoir que oui, ils retournent un jour en salle, parce que c'est une expérience très particulière. C'est ça qui est magique dans le cinéma. Le cinéma, c'est un espace où tu sors de chez toi pour aller rencontrer d'autres gens en regardant un film sans forcément se connaître et sans parler. Je trouve ça et en plus dans des conditions optimales. Alors maintenant, les gens commencent à s'équiper, se faire des mini-ciné chez eux grâce à la technologie, c'est bien, mais c'est pas la même expérience, c'est autre chose. Donc, et au final, en ça, je pense que c'est quelque chose qui doit encore perdurer, parce que le monde réel, il est important, quoi. C'est-à-dire, si on s'enferme tous dans une forme de virtualité, je sais pas ce que ça va engendrer, mais bon, pour y arriver, ça va être un peu relou.
Et je pense que les gens savent pas trop vers où ça va évoluer. Après, moi, quand je défends un cinéma populaire de comédie, je peux me dire que la plateforme, ça peut m'intéresser. Je reviendrai à mon schéma aussi, c'est que j'étais téléphage, j'ai grandi avec la télévision autour de moi. C'est pas un ennemi, la télévision. C'est un ennemi peut-être d'un point de vue idéologique, mais j'ai j'ai- j'ai toujours... j'ai l'impression que j'ai toujours fait la part des choses et compris, alors je sais pas comment, peut-être métaphysique, mais je savais ce que c'était qu'une publicité, je savais ce que c'était qu'un JT de 20 heures, et j'ai appris à déconstruire tout le discours qu'il y a autour de ça. Donc ça me fait pas si peur que ça, la télévision. Donc les plateformes, bah, si une comédie populaire doit aller sur les plateformes pour que le maximum de gens puissent y avoir accès, et qu'il faut que la plateforme la prenne, c'est ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans les tuyaux, quoi. C'est quoi l'éditorial de ces plateformes-là? On voit qu'aux États-Unis, bah, ils font des super séries. J'espère qu'à un moment donné, là, en France, on va comprendre que tu peux faire un Atlanta en France, tu peux faire un The Office en France, carrément, et ainsi de suite, quoi. Pour rester dans le registre de la comédie, mais bon, on peut prendre plein d'autres genres en plus. Et après, sur la question politique, est-ce que le cinéma n'a jamais aussi... Oui, peut-être d'un point de vue historique. C'est quoi les grandes références d'aujourd'hui? Non, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Ouais, non, c'est vrai, il n'y a plus vraiment de stars, il n'y a plus il y en a quand même, parce on voit qu'il y a des figures qui sont des figures un peu tutélaires qui perdurent, mais qui sont en effet diluées, quoi. Alors que le monstre du cinéma, Gérard Depardieu, c'est vrai que c'est plus le même regard que dans les années 70 ou 80. Ce que j'entendais surtout par là, c'est que dans la scène dite art et essai, que moi j'ai plutôt l'habitude de nommer maintenant la scène subventionnée, on croule vraiment sous des films qui veulent dire. Justement, on parlait un petit peu de ces films sociaux qui essayent d'aborder des choses de façon frontale, qui sont souvent faites d'ailleurs par des gens qui ne sont pas issus des territoires qu'ils mettent en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de films qui voulaient montrer un point de vue, alors même que le cinéma ne s'est jamais autant adressé qu'à ses professionnels, et de moins en moins à un public qui ne soit pas issu des professionnels. Alors ça, pareil, alors j'ai pas toutes les clés de réponse. Moi, de mon point de vue, pour connaître un petit peu comment fonctionne tout ça, j'ai l'impression qu'en effet, il y a une forme de piège un peu tendu par le système de subventionnement qui va, d'une certaine manière, rationaliser, ou en tout cas subventionner majoritairement un certain type de scénario. Parce que j'utilise bien le terme scénario, parce que c'est vraiment maintenant, il y a quand même une force du scénario, parce que c'est un objet essentiel, hein, bien évidemment, dans la fabrication d'un film, mais qui est d'autant plus essentiel pour identifier les critères d'éligibilité et de pensée même de la promesse d'une œuvre. Donc derrière, il y a le cinéaste. Bien évidemment, si un jour, j'en sais rien, Gus Van Sant veut faire un film en français en France et qui va demander au cinéma subventionné, enfin, au CNC de l'aider, a priori, les gens vont dire waouh, c'est un film de Gus Van Sant, attention, on va le regarder bien. Mais ouais, en effet, il y a une certaine typologie de film qui s'est dégagée. Donc, on est sur du film social, alors dans une certaine définition du mot social, avec un certain regard sur le monde, qui peut-être, en effet, est devenu un peu hégémonique et qui se nécrose maintenant, quoi. Alors qu'avant, je pense que ça a aussi du bon, hein, ça fait des films magnifiques. Mais que là, en effet, on a un peu... et du coup, ça laisse beaucoup moins de place, en effet, par exemple, à la comédie, parce que c'est très difficile d'analyser la comédie et juger de ce qui est drôle ou pas. Ou au cinéma de genre aussi. Et voilà, et j'allais venir au genre en général, où on voit là que c'est très difficile de donner aussi un peu un équivalent à des jurys, à des espaces. Donc, ça devient une aide au cinéma de genre, ce qui est hyper irrespectueux par essence. C'est-à-dire... Donc c'est pas vraiment du cinéma, alors qu'aux États-Unis c'est l'inverse, c'est-à-dire que si t'as pas commencé par un slasher ou un film d'horreur, en fait tu seras jamais Peter Jackson ou je sais pas qui, quoi. Donc il y a tout un truc où en France les critères c'est ça c'est ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire de mieux, et c'est ça qu'on va subventionner. Donc là, il y a des tentatives de changer, mais vu qu'on sait pas faire, donc du coup, il y a une maladresse, quoi. Et après, le dernier truc, c'est qu'est-ce qui doit être subventionné? C'est ça aussi la question, parce que
C'est vrai qu'aux États-Unis, le cinéma d'horreur, c'est du cinéma de business, quoi. C'est du cinéma de DVD, donc c'est des thunes privées qui arrivent, sont indépendantes, ça coûte pas cher, je te le fais, bam bam, et tu peux faire un Blair Witch Project, et là, ainsi de suite. Donc du coup, tu as aussi une économie qui prend le pas sur une logique de subventionnement, donc une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va subventionner, est-ce que c'est juste de le faire, et il y a une espèce de certaine idée, grande idée de la France, qui est peut-être un peu trop grande justement, de dire on va donner des bons points aux gens et de la thune à des gens qui vont donner à voir l'humanisme français. Et là, ça devient un peu donneur de leçons par moment, et ça devient un peu nombriliste aussi. C'est un peu le syndrome de France, pays des droits de l'homme. Et quand tu creuses un peu, tu te dis merde. L'héritage des Lumières et tout ça aussi, quoi. C'est ça, mais c'est vrai que sur la décolonisation, on n'a pas fait, tu vois, on n'a pas bien géré le virage, tu vois. Enfin, tu vois que qu'on est un pays complexe. On pourrait parler d'une entreprise de blanchiment intellectuel du cinéma français. Je sais pas, mais en tout cas, on voit que ça s'inscrit dans une filiation et dans une pensée. Et qu'en effet, à un moment donné, on arrive à une limite qui mérite d'être bousculée, d'être remise en question pour donner plus d'espace à plein d'autres cinémas, quoi. Et moi, c'est vrai que je prêcherais aussi dans ma paroisse sur la comédie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est compliqué de composer des jurys pour dire ça c'est drôle, ça c'est pas. Il y a un côté les goûts et couleurs qui est tellement présent dans le cinéma. Moi, j'ai jamais... je peux dire ouais, c'est de la merde. Après, l'autre qui va dire non, c'était génial. Je vais dire non, tu vois, je peux concevoir que quelqu'un trouve génial quelque chose que moi je trouve vraiment nul. Parce que ça fait partie du nerf de ce qu'est le cinéma, quoi. L'heure tourne, on va passer un petit extrait musical que tu nous as envoyé. Et donc on vient d'écouter le tout début du live à Tokyo de Jeff Mills, qui dure plus d'1 heure. Pourquoi ce choix ? C'est parce qu'on est à Rennes. Et du coup, venant de Brest, c'est la musique qu'on écoutait dans notre 205 quand on montait pour les free parties des transmusicales. Donc pour moi, c'est une musique qui me raconte des histoires, tout simplement.
et qui pourrait m'intéresser. Ça m'intéresserait à un moment donné, un jour, de faire un film de fiction autour de cet univers-là, quoi. C'est-à-dire les free parties des années 90, parce que ça raconte quelque chose. Et c'est marrant parce que pendant le Covid, il y a une grosse free qui avait fait parler d'elle parce que ils n'avaient pas trop les gestes barrières pendant la teuf. Et ça m'a dit, j'ai fait ouais, les jeunes, ça dit quelque chose sur une génération, sur une société, tout ça. Et même si Jeff Mills, bon, c'est aussi un artiste et un musicien de club, hein, aussi beaucoup, hein, des clubs de Détroit, Chicago. Enfin, tu vois, c'est encore autre chose, mais c'est des sons qu'on écoutait en allant en teuf, quoi. Et ça me rappelle Rennes, le cimetière de l'Est, les déambulations à l'époque quand les trans étaient dans toute la ville et ceux qui attendaient de savoir l'infoline pour où est-ce que serait le son, quoi. Et voilà, et ça me fait penser à un film. Je sais pas lequel encore, mais je pense qu'il y a une belle histoire à raconter là-dedans. Et pas forcément, justement, voilà, pas que dark, pas que avec cette espèce de rugosité. Et exactement, moi, c'est des moments de liberté, de joie, de rire, de machin. Et voilà, si je devais faire un film, il serait dans cet angle-là, quoi. Pour sauter un petit peu du coq à l'âne, mais pour rester quand même dans une question de rythme, on n'a pas parlé encore de ton dernier film qui est La Vie, en tout cas du dernier film dont j'ai connaissance. Donc la question de rythme, c'est qu'il m'a semblé que ce film-là, d'un point de vue du rythme et notamment d'un point de vue de la comédie, ne ressemblait pas à la plupart des films que tu as fait, au sens où on a vraiment un dispositif pour le coup de fiction lourde, qu'il ne s'agit absolument pas d'une comédie, mais plutôt la façon dont je l'ai interprété, plutôt d'une histoire de solitude au travail, d'une certaine façon. Et c'est assez intéressant parce que le travail était évacué, justement, de la plupart de tes films avant. Et là, on a on a un film dont le sujet est un homme au travail et qui s'ennuie. Comment t'en es venu à changer de fusil d'épaule ? Je pense que c'est par nécessité aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est bien de faire un pas de côté pour mieux retomber dans la comédie. C'est ce que je me suis dit à la fin de ce film. Mais c'est un peu comme Profession supporter. Profession supporter, c'est pas du tout une comédie. C'est un film qui est justement vachement axé sur la solitude et sur l'expression d'une idée qui m'intéresse. Et voilà, finalement, qu'est-ce que c'est aussi de montrer quelqu'un qui est seul. Je sais pas si je dirais seul, mais en tout cas qui. Ces interactions passent par. C'est ça. Alors les écrans, j'ai une fascination pour les écrans, exactement. Enfin, le point de départ de La Vie, c'est assez intéressant. C'est ma propre fascination pour le rover Curiosity qui envoyait ces images de Mars. Je trouve ça complètement c'est hallucinant. Maintenant, on est habitué aux images, tout ça, mais quand Curiosity balançait ses premières images, c'est quand même complètement dingue. C'est à la fois si proche et si loin, quoi. Et cette image-là de vie à travers les écrans, elle m'obsédait un petit peu, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis mis à me poser la question et qui sont ces gens qui travaillent sur ce truc ? Ça doit être à la fois en termes intellectuels et humains, tout simplement, d'une puissance hallucinante. Et du coup, je me suis mis à réfléchir et à analyser quel pourrait être ce personnage, le personnage de Franck dans le film, quoi. Et là, de fil en aiguille, je me suis intéressé à une forme de quiétude. Je me suis dit, ah tiens, si je me posais la question de comment je pourrais représenter une forme de quiétude, mais dans ma définition, qui est une espèce de quiétude un peu mélancolique, quoi. Donc il est à la fois hyper ouvert sur le monde, et en même temps, il y a cette espèce de douce mélancolie que je voulais communiquer là aussi, on le suit dans le quotidien, dans son banal... Ouais, voilà, on se refait pas. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer le banal au cinéma, parce qu'en fait, c'est assez peu représenté. Et quand tu arrives bien, alors il y en a plein qui savent le faire, hein, mais quand tu arrives bien à le représenter, ça devient extraordinaire. C'est ça qui est magique avec le cinéma, c'est encore une fois cette histoire de mythologie, hein, parce que moi j'ai regardé des références scientifiques, mais il n'y a rien de crédible dans ce que j'ai fait en la vie, hein. Excusez-nous, je m'excuse auprès du CNES, de la NASA et tout le monde, mais voilà, il y a cette petite mythologie du banal qui se met en place. Et c'est comment, c'est pour ça que je me suis permis de l'appeler La Vie, parce que j'ai l'impression que cette volonté de montrer la beauté des petites choses, la beauté des petits gestes à la même échelle que
la grandeur de la découverte de quoi que ce soit sur Mars ou de l'exploration interstellaire, bah, finalement, c'est un peu la même chose. Et c'était un peu l'objectif de ce film, parce que je me suis rendu compte que le court-métrage, c'est difficile de raconter tout le temps les histoires que tu as envie de raconter. Souvent, tu te retrouves à compresser un truc, c'est un peu un César, quoi. Tu compresses quelque chose parce que tu as envie de tout mettre dans une demi-heure. Donc, à la fois d'un point de vue esthétique et de narratif. Et là, je me suis dit, ah non, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est que le spectateur éprouve une sensation assez diffuse, mais assez commune, pendant une demi-heure. Parce que le dernier c'est franc, c'est ça. Et moi, mon rythme, je me rends compte que ça blablate de ouf, ça se déploie à une vitesse assez rapide, hein, même Race Campagne, ça va assez vite alors qu'il se passe pas grand-chose, concrètement. Et là, je me disais, non, on va prendre un peu le temps des choses et on va essayer d'aller travailler sans exagérer non plus, parce qu'il faut trouver une justesse. Mais trouver cette espèce de langueur qui donne cette sensation du temps qui passe et des petites choses de la vie, quoi. On arrive vers la fin de notre émission déjà, ça passe trop vite. Mais du coup, tu as 1 ou 2 minutes pour nous parler de Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari. Donc le film dont tu avais envie de nous parler pour cette émission. Ouais, alors c'est très simple, c'est la dernière claque que je prends au cinéma. Donc c'est jamais quelque chose que tu prévois. Tu la prends et puis tu sors et puis tu dois gérer avec, quoi. Et là, je prends une claque assez monumentale. Ça faisait longtemps. Alors je sais pas, il y a toujours des conditions un peu extérieures des fois qui peuvent régir ce type de sensation. Je crois pas qu'il soit passé de choses affectives trop violentes avant pour que je sois impacté de cette manière-là. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est ce que je trouve très beau dans ce qu'Arthur Harari a fait dans ce film-là. Alors c'est peut-être très personnel, mais c'est qu'il a touché un endroit qui m'intéresse énormément et il l'a fait d'une manière très très belle, quoi. Tout simplement, c'est que il me donne à voir l'humanité pendant quasiment 3 heures avec une justesse et l'humanité dans toute sa complexité, quoi. Ça va aussi bien être dans sa beauté que dans son côté minable. Ça va être une certaine idée de la fraternité qui est finalement une notion qui n'est pas très visible dans le cinéma d'aujourd'hui. Alors, c'est des petits trucs. Et en même temps, voilà, cette espèce d'enfermement aussi mental que l'humain est capable d'avoir est assez jusqu'au boutiste. Et donc, et qui en devient beau à un moment donné, et ainsi de suite. Donc, et je trouvais que là où il posait sa caméra, bah, c'était juste, quoi. C'était juste jusqu'à éprouver cette sensation, voilà, d'humanité hyper dense, où quand tu sors de cette espèce de... C'est pas un marathon, mais de temps assez long, quoi. Parce que faire un film de 3 heures aujourd'hui qui puisse sortir en salle, déjà, c'est aussi... Alors, certains diront que c'était peut-être un peu trop long, mais c'est aussi une volonté, quoi. C'est une volonté de dire non, j'ai besoin de le raconter avec cette durée-là, avec ce déploiement-là, pour exprimer tout ce que je veux exprimer à travers l'histoire que j'ai choisi de raconter, quoi. Et voilà, ça m'a pris, et c'est pour ça que j'ai choisi, tout simplement, parce que je pense qu'in fine, ce qui est intéressant, même quand on est cinéaste, c'est aussi notre regard de spectateur. Qui est pas forcément... Moi, je serais incapable de faire un film comme le cinéma d'Arthur Harari, quoi. J'ai pas cette magie de décaler très légèrement une plongée pour arriver à toucher ce que lui voit, quoi. Je sais pas faire ça, je fais autre chose. Mais du coup, là, il m'a eu. Merci. Et ben l'émission donc touche à sa fin. Merci Léo. Et puis merci Pierre-Emmanuel Lurquin. Donc on vous met les liens des films qui sont disponibles sur Internet pour que vous les voyez. Et puis n'hésitez pas à réécouter aussi l'émission de Vincent Leport. Merci et à très bientôt. Merci à vous.